Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bonjour à tous. Nous espérons que vous allez tous bien et qu'il vous reste encore quelques ressources de patience pour tenir bon jusqu'à la fin de ce confinement. Pour la première fois depuis le lancement du podcast, nous avons enregistré ce nouvel épisode à distance. Notre invité de la semaine est le sélectionneur de l'équipe de France senior de CSO et ancien cavalier multimédaillé de l'équipe de France, Thierry Pommel. Pendant cette heure de conversation, nous avons retracé avec Thierry les grandes étapes de son parcours, personnel d'abord, puis sportif et professionnel. Nous avons également pris le temps de redessiner avec lui les contours de ses missions fédérales et de ses objectifs en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Thierry s'est livré avec une grande transparence, intimité presque, et nous a permis de dresser un portrait plus précis de cet acteur emblématique et central dans la vie de notre sport. Nous espérons que cet épisode vous plaira. Pour la première fois, c'est une écurie privée qui a choisi de sponsoriser un épisode d'I Am an Equestrian. Il s'agit du haras d'Argeron, dont la direction appartient à Marine Basquin. Le haras d'Argeron, situé en Isère, a fait du bien-être du cheval et la satisfaction de ses propriétaires sa priorité. Le haras vous propose plusieurs options. Une pension classique avec mise au paddock, une pension avec entretien et sortie de votre cheval, ou enfin une pension travail et valorisation. Pour y répondre, les équipes du haras appliquent des méthodes précises chaque jour. Un entretien des box plusieurs fois par jour pour que votre cheval profite d'une litière propre et sèche, des repas de foin et de granulés planifiés pour garantir la sécurité alimentaire, la mise au paddock en herbe de votre cheval une fois par jour pour lui apporter un équilibre au quotidien, un entraînement défini et organisé en fonction des attentes et de l'agenda de son propriétaire. Et enfin, un environnement de travail diversifié avec une carrière équipée du sol Equiplus, une piste en herbe, des extérieurs pour varier le travail de votre cheval. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès d'eux pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Bonjour Thierry. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, oui. En plein confinement. Si je me trompe pas, vous venez de Mâcon, juste à côté de chez nous finalement, et depuis quelques années, vous êtes installé à Bois-le-Roi. Exactement. Mais finalement, vous avez passé une grande partie de votre temps à traverser le globe entier. Assez souvent, oui. Lors des déplacements pour suivre les cavaliers sur les compétitions internationales au travers du monde, oui. Vous êtes un personnage assez emblématique de nos sports équestres, mais vous semblez être quelqu'un d'assez discret. C'est pourquoi on a vraiment voulu en apprendre plus sur vous, sur votre parcours, et on est vraiment ravis que vous ayez répondu favorablement à notre interview. Donc d'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours personnel et professionnel pour expliquer un peu à nos auditeurs quelles ont été les différentes étapes de votre vie pour arriver finalement aujourd'hui au poste de sélectionneur de l'équipe de France senior? Écoutez, déjà, je vous remercie de ce temps d'écoute de votre part. Oui, je suis quelqu'un de discret. C'est vrai que j'apprécie pas vraiment la lumière et l'exposition médiatique. Et j'avoue que et je reconnais que ça ne m'apporte pas grand-chose. Ce que je le fais par passion et je le fais pour les autres. Bon, par la force des choses, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé au devant de l'affiche. Ça a duré un temps, mais c'est pas ça a pas été forcément le meilleur moment de ma vie. Alors mon histoire personnelle, elle est tout simplement d'un garçon qui a vécu, qui est né pratiquement, qui a vécu dans le centre équestre familial. J'ai eu des très belles années au milieu des chevaux, au milieu des clients copains, copines qui venaient monter à cheval. Donc c'est vrai que j'avais tout mon univers de bonheur sur place, quoi, à domicile. Et j'ai perdu mes parents à tout juste 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans quand mes parents se sont tués dans un accident de voiture, tous les deux. Et là, du jour au lendemain, eh bien, ça a été un stop de l'insouciance, tout simplement. Le début de la vie, de la confrontation aux difficultés de la vie en général, des problèmes à régler, de tout ce qui m'arrivait sur la tête.
Je dois dire que l'espace d'un soir, j'ai même pensé au suicide, en me disant tu as deux solutions, ou tu te suicides, ou tu maintenant tu prends un bon coup de pied au cul et il faut y aller mon gars, la vie est devant toi, il va falloir que tu te battes. C'est comme ça que j'ai pris la vie. Donc à partir de là, je venais d'avoir mon bac au mois de juin, j'avais eu 18 ans au mois d'octobre, mes parents sont morts fin novembre. J'avais commencé une fac de droit que j'ai interrompu pour me lancer corps et âme dans le centre équestre, reprendre les affaires, en tout cas succéder à ce qu'avaient entrepris mes parents. J'ai fait ça pendant un peu plus de 6 mois, un hiver et un début d'année. Et là, je n'avais pas le diplôme équestre encore, donc je me voyais pas à tout juste 18 ans porter une affaire. C'était un centre équestre, c'était une association. Il y avait un président. Mon père m'avait déjà bien habitué au travail, au quotidien de l'écurie, des clients, même de l'enseignement, puisque je me destinais à un moment ou à un autre à rester dans le milieu, mais mon père voulait absolument que je fasse des études, que j'ai un bagage, et aujourd'hui encore, je l'en remercie. Mais donc après 6 mois, après la disparition de mes parents, je suis parti à Saumur pour passer mon examen de moniteur à l'époque. Et en fait, sur proposition de l'écuyer en chef, le colonel Durand à l'époque, je suis resté à Saumur durant 5 ans, en intégrant l'écurie fédérale de concours complet. Puisque ma discipline de départ, qui était celle aussi de mon père, était le concours complet. Donc j'ai eu de belles années à Saumur où j'ai d'une part travaillé pour le concours complet, mais aussi travaillé beaucoup approché et travaillé avec Patrick Leroland dès que je le pouvais. J'allais suivre l'équipe des cavaliers de saut d'obstacle qui travaillaient avec Jean Dorgex, Christophe Cuillet, Étienne Laboutte particulièrement. Mais j'étais très très attiré par le saut d'obstacle. En fait, la discipline du saut d'obstacle me plaisait, cette discipline de précision. Et lorsque j'ai quitté Saumur au bout de 5 ans pour retrouver le centre équestre qu'avaient créé mes parents, rentrer dans le centre équestre et reprendre l'activité de ce centre équestre qui était vraiment mal en point, j'ai très vite bifurqué vers le saut d'obstacle. Voilà. Donc ça a été toutes ces années d'abord de gestion du centre équestre, de l'écurie de propriétaires, mais en même temps, moi je voulais continuer à monter à cheval, bien évidemment, et c'est ce qui me plaisait le plus. J'avais bien appris avec déjà mon père jusqu'à l'âge de 18 ans, et puis les 5 années à Saumur m'ont aussi beaucoup apporté, puisque j'ai travaillé le dressage, j'ai travaillé le saut d'obstacle. Il y avait aussi Francis Rebel qui m'avait beaucoup apporté, et on m'a confié des jeunes chevaux, voilà, et cette activité est devenue prépondérante. J'avais une grosse écurie de jeunes chevaux que j'emmenais à Fontainebleau chaque année. J'étais vraiment un formateur de chevaux, et puis certains de ces chevaux restaient dans mes écuries, donc j'allais dans des épreuves un peu plus hautes, un peu plus sérieuses, un peu plus difficiles, des concours nationaux, voire petits internationaux. Et de fil en aiguille, je me suis dit que si je voulais aller vers le haut niveau, parce que je regardais tous ces grands cavaliers, bien sûr, il fallait que d'abord je trouve un bon cheval, que j'ai un bon cheval, ensuite sans doute un bon propriétaire, parce que ces jeunes chevaux, il fallait que je les vende à un moment ou à un autre, de toute façon pour faire tourner ma boutique. Et ça a été un jour la rencontre avec Thor Deschênes, voilà, que j'ai rencontré dans le pré chez son éleveuse Brigitte Griès,
à l'âge de 2 ans. J'ai vu ce cheval qui, à 30 mètres de moi, ça a été comme une attirance, comme un coup de foudre. Voilà, il y a eu beaucoup de coups de foudre dans ma vie, et sans doute que celui-là a été très très fort, en tout cas entre l'animal et moi. Et puis de fil en aiguille, donc je suis revenu chercher et payer Tord des Chênes à 3 ans. Et après, il y a eu toute l'histoire, voilà. Et chaque jour, je travaillais en me disant, eh bien, je veux m'améliorer sur ce point-là. Je veux progresser. Je veux essayer d'aller le plus haut, le plus loin possible. C'est ce qui s'est passé après, au bout d'un certain nombre d'années de travail, de haut et de bas. Mais bon, j'ai pu accéder au plus haut niveau, donc en passant par un championnat d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Voilà. Et à un moment donné, comme l'une de mes activités au sein de mon écurie était de l'enseignement, les stages, et je me déplaçais dès que j'ai été un peu connu, voire reconnu. On m'a fait intervenir sur des stages au travers de la France, et en Suisse aussi, en Espagne, en Italie même. Ça a été l'une de mes activités qui m'ont permis de gagner ma vie, bien sûr. Mais j'aimais beaucoup ça. Donc, à un moment donné, quand la compétition, je suis arrivé un peu honnêtement, au bout de mon rêve. Les Jeux de Sydney ont été une dure épreuve et une grande déception. Je me suis dit tout ça pour ça, et j'avoue que j'en avais marre. Faire partir le camion toutes les fins de semaine, voilà, j'aspirais à autre chose. Bon, j'avais 45 ans. Je me suis dit qu'il fallait que maintenant je pense aussi à la suite, et la suite, c'était l'enseignement, l'entraînement, le coaching, hein, ce qu'on appelle. Et donc j'ai rebondi là-dessus. Il y a eu de 2002, 2003 jusqu'à début 2011, toutes ces années d'entraînement, de coaching, de suivi de cavaliers, de différents niveaux. Voilà, j'ai eu un bon junior, jeune cavalier en la personne de Julien Champaillet. Il y a eu aussi un passage avec Kevin Stott, Nadine Trabert, une cavalière suisse aussi, qui a travaillé à mes côtés pendant 5 ans. Ça a été tout ça très enrichissant, hein, sur le plan du rapport humain, du contact humain, bien sûr. Je les aidais, mais ils m'apprenaient aussi, bien sûr. Et bon, le hasard de la vie a fait que j'ai été contacté un jour par Laurent Elias, qui était à l'époque le sélectionneur national français, pour encadrer l'équipe qui allait participer aux Jeux méditerranéens de Pescara. C'était en 2009. Et là, l'équipe a eu une très belle réussite, puisqu'elle a gagné par équipe, que les 3 médailles ont été prises par les Français. Et donc, ça m'a fait goûter à ce qu'était l'encadrement d'une équipe, montage et l'encadrement d'une équipe. Et suite à ça, je pense que j'avais bien rempli mon rôle, que ça avait bien matché avec les cavaliers, avec le staff. Il m'a été proposé d'intégrer la fédération début 2011 pour m'occuper des jeunes cavaliers. Et voilà, depuis 2011, je suis à la fédération, et depuis début 2019, donc je suis devenu le sélectionneur national de l'équipe senior. À vous écouter, on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Et nous, on avait envie de se concentrer peut-être pendant cette question sur votre vie de cavalier de haut niveau. Vous avez été vice-champion du monde en 1998 avec ce cheval dont vous venez de nous parler, Tord des Chênes. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez vécu cette période-là, vous qui nous disiez à l'instant que vous n'aimez pas beaucoup être au devant de la scène, que on peut avoir quand on est cavalier de championnat du monde, etc., une certaine pression médiatique, une pression professionnelle de carrière. Il faut gérer la pression des championnats, de la carrière, des chevaux. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là ? Est-ce que cette
période où vous étiez vous-même à haut niveau est celle qui vous a vraiment porté, ou est-ce que quelque part vous tirez autant de satisfaction aujourd'hui dans votre poste d'entraîneur national? Non, chaque époque de ma vie m'a plu. Chaque époque m'a enrichi, m'a apporté, m'a donné des enseignements. Voilà. Cette époque de la grande compétition, comme je vous l'ai dit, j'étais un formateur et un préparateur de chevaux pour les amener dans les meilleures conditions pour les finales et dans la compétition plus importante ensuite. Le haut niveau, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que c'est un investissement de travail, de temps, c'est beaucoup d'abnégation, au niveau de la famille aussi. J'ai fait un choix à ce moment-là. J'ai réorganisé toute mon écurie à ce moment-là, un jour, en disant voilà, je prends le risque. Je prends le risque parce que je ne suis pas un rêveur, mais je me suis fixé des objectifs et en disant maintenant, je vais essayer d'aller le plus haut possible. C'était pas réellement un rêve de Jeux Olympiques ou d'aller chercher des médailles. C'était de se dire ce voyage-là, je veux le faire, je veux le connaître, donc je m'en donne les moyens. Donc j'ai organisé mon écurie, j'ai pris un assistant qui a travaillé à mes côtés pendant pas mal d'années, qui s'appelle Mathieu Traglio et qui lui à ce moment-là donc s'est occupé de l'écurie de propriétaire, qui s'est aussi occupé des jeunes chevaux. Ça a été un collaborateur très très fidèle et très efficace. Et ça m'a permis, moi, surtout de me libérer pour la grosse compétition, pour mon piquet de chevaux. Donc, j'avais fait une écurie un petit peu séparée sur la même installation où j'avais mon groom Michel Ballot et mes chevaux. Et tous les jours, je travaillais pour ça. C'est ce qui m'a amené à un premier championnat d'Europe en 1997 en Allemagne, à Mannheim, et l'année suivante où il y a eu cette médaille d'argent et par équipe et en individuel à Rome. J'ai toujours été meilleur dans la pression et dans la difficulté. Quand j'ai un gros emmerdement qui me tombe sur la tête ou beaucoup de pression, c'est vrai que je me transcende à ce moment-là et je suis assez solide. C'est peut-être la vie qui m'a construite comme ça. C'est sans doute même la vie qui m'a construite comme ça, suite à ce que j'ai pu connaître et vivre. Et donc, très vite, à l'époque, j'avais demandé à Patrick Caron de passer en dernier. C'est là où je prenais. On sait que le cavalier qui passe en dernier reçoit toute la pression. C'est à ce moment-là qu'il doit être solide nerveusement, mentalement pour aller assurer le résultat de l'équipe, pour tenir le résultat de l'équipe, pour tirer le sans faute. Et moi, ça me convenait très bien. Donc j'ai été bon. Cette année 98, ça a été une année de rêve où vraiment tout allait comme je le voulais, mais j'avais travaillé pour ça, je peux vous le dire. Et là, Thor des Chênes enchaînait les sans faute. Il était vraiment utile en équipe. Ça a duré 5 ans. Mais comme tout n'est jamais rose et facile, c'est vrai qu'il y a eu cette pression médiatique. C'est ça, il faut pas s'en plaindre jamais. Mais je suis pas homme à ça, je suis pas homme à m'exposer, voilà. Et tout ça m'a sûrement fatigué psychiquement. Il y avait aussi ma famille. Tout ça n'était pas facile à gérer avec les déplacements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis usé de ça, je le reconnais, j'en ai eu marre. Je comptais beaucoup sur les Jeux Olympiques de Sydney, comme je vous l'ai dit. Peut-être que c'était un peu la fin de mon voyage aussi. J'avais failli participer aux Jeux Olympiques de Moscou en concours complet. Ces Jeux Olympiques avaient été boycottés, et puis au dernier moment, pour l'épreuve de remplacement de Fontainebleau, mon cheval danseur était tombé boiteux avec un problème à un membre. Donc j'avais à cœur de reconstruire, de refaire ça, quoi. Et les Jeux de Sydney, on n'est pas passé loin d'une médaille, mais bon, pour plein de raisons, d'encadrement, d'organisation, etc. On a raté cette médaille et ça m'a beaucoup atteint.
Et voilà, ça a été la fin du voyage de la grande compétition. Et j'avoue que j'avais plus envie après, j'avais plus la ressource en moi pour refaire des chevaux, pour repartir sur la route, pour faire ces grands voyages, laisser les écuries, la maison, la famille 4, 5, 6 jours de suite, vivre souvent dans le doute ou la déception. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai encore fait un championnat d'Europe à la demande de Jean-Maurice Bonneau, qui venait de prendre les rênes de l'équipe de France et qui est venu faire un déjeuner que je n'oublierai jamais à la maison pour je dirais m'arracher pratiquement pour venir participer à cette première année de championnat pour lui, championnat d'Europe à Arnhem. Mais bon, mon cheval commençait à prendre de l'âge et moi j'étais usé. Je me suis encore donné cette année-là en m'engageant parce que je suis un homme de parole, je suis un homme d'équipe. J'aime le drapeau, la Marseillaise. Je suis très franchouillard, je l'avoue. Et j'ai fait ça pour l'équipe encore une fois. Mais après, j'ai dit maintenant il faut que je tourne la page. Voilà. Donc, du coup, comme vous le disiez, en 2010, vous avez pris votre retraite sportive. 2002. Ah oui, en oui, 2002. Oui, pardon. Et puis, vous avez quand même réussi à développer votre carrière professionnelle, puisque vous vous êtes tourné vers l'enseignement. Il fallait quand même pour ça des compétences assez transversales pour passer de cavalier de haut niveau à entraîneur, puis sélectionneur. Comment est-ce que vous avez réussi à rebondir finalement après ces grosses échéances? Mais vous savez, tout ça, c'est induit de façon naturelle. Comme je vous l'ai dit, et à la fin, je pense que j'étais plus un formateur, un entraîneur, un enseignant qu'un cavalier. Donc j'avais cette facette-là aussi. Et à un moment donné, avec tout ce que j'avais vécu auparavant, de ma jeunesse, dans le centre équestre, de mes années à Saumur, de toutes mes années de compétition, où j'ai participé à des stages, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, comme le font les cavaliers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre de l'information, de comprendre des choses, d'apprendre des choses, et tout ça, eh bien, je l'ai fait. Et quand il a fallu tourner la page de la compétition, ça n'a pas du tout été un effort. Ça s'est fait très naturellement parce que j'avais envie. Encore une fois, voilà, j'étais motivé et passionné. Et pendant, je dirais, donc de 2002 à fin 2010, eh bien j'ai entraîné ces cavaliers, j'ai suivi des chevaux, j'ai fait évoluer des couples, j'ai suivi les compétitions. Ça a été une étape avant d'intégrer la fédération. Vous nous disiez que donc vous avez enseigné à la fois en centre équestre et en équipe. Vous avez aussi fait du concours complet. Vous avez beaucoup travaillé sur la formation des jeunes chevaux. Au final, on a l'impression que vous avez quand même un panel de compétences extrêmement large, extrêmement panoramique. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait de vous un atout réel aujourd'hui pour votre poste actuel, pour accompagner au mieux les cavaliers de l'équipe de France d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr qu'il y a j'ai une connaissance de ce que font les cavaliers aujourd'hui. Je suis tout à fait conscient de ce qu'ils vivent, des problèmes qu'ils rencontrent, du fonctionnement des chevaux, de l'exigence des parcours. J'ai tout ça. Oui, bien sûr que oui. Oui. Ça, alors là, je le revendique sans aucune modestie. J'ai tout ce bagage-là. Ouais. Je me demandais aussi, donc vous expliquiez que l'expérience que vous aviez eue aux Jeux Olympiques avait été un petit peu décevante et vous aviez mis le doigt aussi sur le fait qu'il y avait des dysfonctionnements dans la gestion des équipes des chevaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expérience-là, vous vous en servez pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs avec l'équipe actuelle ? Oui. Mais ça, je suis quelqu'un de très très structuré, c'est clair. Mais nous avons la chance aussi en France d'avoir une très bonne organisation fédérale au niveau du staff fédéral, où je dirais que les choses sont
parfaitement organisé, parfaitement structuré. Donc moi je m'inscris tout à fait dans cet organigramme et je m'y sens très bien parce que c'est cette façon de travailler là qui me convient aussi. Si c'était un bazar complet, j'aurais du mal à trouver mes marques et à suivre mon chemin. C'est clair. Là, c'est vraiment facile, c'est vrai. La transition est toute faite du coup, parce que on voulait en venir donc à vos missions à la Fédération française d'équitation. Vous travaillez donc avec Sophie Dubourg, qui est la directrice technique nationale et qui a été aussi invitée de notre podcast, Henk Noren, qui est l'entraîneur de l'équipe, et vous donc qui êtes sélectionneur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le partage de vos missions, vos rôles au sein de la fédération et surtout dans la gestion d'une équipe ? Alors, Sophie Dubourg, comme vous l'avez dit, qui est la directrice technique nationale, qui est le lien direct entre le ministère et le sport à la Fédération française d'équitation, est notre patronne. C'est en tout cas pour ce qui me concerne, moi, ma patronne. C'est la personne à qui je dois rendre des comptes toujours. Voilà. Bon, il y a toujours eu un staff bien organisé depuis de nombreuses années à la Fédération française d'équitation. À ma nomination, pour rebondir sur ce qui avait été fait auparavant sous les sélectionneurs précédents et sur ce qui s'était passé déjà 2011-2012 et puis ensuite avec Philippe Guerda. Le staff s'est un peu structuré différemment. C'est-à-dire que moi j'ai été nommé sélectionneur. Sélectionneur, c'est la responsabilité de la sélection des équipes, du montage des équipes, et je le revendique complètement. Mais c'est travail conjointement avec Henk Noren qui lui apporte un aspect technique. Alors Henk Noren est entré intervient comme formateur pour apporter du soutien technique, du bagage technique pour tous les cavaliers qui commencent en équipe de France, qui approchent l'équipe de France, je dirais. Mais il est aussi là pour apporter tout son soutien technique lors des grandes compétitions, lors des concours 5 étoiles, tous les concours qui se passent déjà en France, mais aussi à l'étranger. Et il y a comme adjoint sélectionneur Édouard Coupry, qui s'occupe des cavaliers qui sont en préparation sur les CSIO de deuxième ligue, sur toute la compétition nationale, et bien sûr Olivier Boss, qui lui a repris toute la partie jeune, des poneys, des children, des juniors, des jeunes cavaliers. Donc Édouard Coupéry intervient aussi à ce niveau-là avec Henk Noren. Donc vous voyez qu'on a une organisation qui est très, comment dirais-je, on travaille très ensemble, chacun a des rôles, chacun a des responsabilités, mais on travaille très ensemble. Je dirais que comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Plusieurs on va plus loin. Donc ça permet tout ça de s'entraider, d'échanger, de se parler, de lancer des idées. Et je pense que ça nous rend plus forts, bien sûr. On vous voit apparaître quasiment toutes les semaines quand il y a encore des compétitions à la télévision. Donc on sait que vous êtes là en renfort de l'équipe pour accompagner les cavaliers de l'équipe de France pendant les compétitions. Mais est-ce que vous avez aussi un rôle d'accompagnement au quotidien pour aider les cavaliers dans leur structure, au travail des chevaux, à l'accompagnement en préparation en amont d'un championnat, etc.? Bon, en amont d'un championnat, tout le staff est là. C'est-à-dire que bien sûr, il y a un regroupement final et je suis là. Ensuite, il y a des stages organisés par la Fédération française d'équitation, proposés aux cavaliers, comme je vous l'ai dit, qui sont en train d'accéder au plus haut niveau, et c'est ce passage-là qui est sans doute le plus difficile à franchir, parce que c'est le dernier, la dernière marche.
et qui parfois peut être insurmontable, hein, pour certains couples, voilà, pour des raisons différentes. Donc ces stages sont proposés à ces cavaliers-là pour les aider à passer ce cap-là. Et donc sur l'intervention de Henk Noren et de Barnabas Mendy dans le travail sur le plat. Moi, je suis tout ça parce que mon travail consiste à surtout prendre beaucoup d'informations. Je dirais que je dois être au courant de toute l'évolution des couples, hein, cavaliers chevaux, savoir de connaître leur état de forme, de connaître leur comportement en compétition, de connaître leurs envies, leurs problèmes d'une certaine façon. Voilà, donc j'échange avec eux, je suis très disponible, comme je le dis. Vous pouvez m'appeler 24/24. Je suis là pour vous répondre. C'est mon travail. Après, mon intervention, moi, dans le travail des chevaux, non, c'est Henk Noren maintenant qui fait ça. Et ça me permet d'avoir ce recul justement parce que là je deviens plutôt spectateur sur les stages, et quand je suis spectateur, c'est pas pour me mettre les mains dans les poches et attendre que le temps passe, mais c'est je dirais de mon œil pouvoir filmer tout ça, voir et là tiens, voilà, je trouve le cheval comme ça, voilà. Alors, ensuite on a des échanges où dire c'est ce qu'on peut améliorer. Et là, je vois aussi l'état d'esprit et le comportement des cavaliers. J'avoue que j'aime bien comment ça se passe parce que quand vous êtes à une époque, on disait entraîneur national. Aujourd'hui, tous nos cavaliers ont des entraîneurs particuliers. Des gens qu'ils ont confiance, auprès desquels ils demandent des conseils, un suivi, un œil différent. Et puis après, Henk Noren intervient sur un plan plus général. Et puis moi, je suis là, je me place là et je recueille toutes ces informations. Ça me donne la force justement et le recul et la décision pour former les équipes, et pour sélectionner sur les différentes compétitions. Vous nous disiez que vous aimiez donc les suivre un peu au quotidien, savoir où ils en étaient, etc. Est-ce que c'est aussi le cas par rapport aux jeunes cavaliers, puisque comme vous nous l'avez dit au départ, vous avez été donc entraîneur au début de l'équipe de France jeune. Aujourd'hui, c'est Olivier Boss qui a repris le flambeau, si je peux dire. Ouais. Est-ce que vous continuez donc à les suivre et comment est-ce que vous appréciez les différentes équipes, que ce soit seniors ou jeunes cavaliers? Est-ce que vous les regardez avec un œil ou un angle différent? Alors, oui, je m'intéresse vraiment. Oui, je m'intéresse et puis ça fait partie de l'information que nous échangeons en permanence entre Olivier Bost, Édouard Coupéry, Henk Noren, Sophie Dubourg, bien évidemment, qui chapeaute tout ça. Mais l'approche est complètement différente. Quand j'ai été sélectionneur des jeunes cavaliers, bien sûr que lorsque l'on participe à des championnats, on y va pour ramener des médailles. J'ai toujours dit que les médailles, elles étaient pour les cavaliers, bien évidemment, mais que moi, ma mission première, c'était de former des cavaliers pour le niveau senior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je m'explique, quand je vois des garçons, des filles qui ont été au niveau des jeunes et qui ont formé des équipes au niveau jeune cavalier pendant les années où j'étais le sélectionneur. Quand je les vois dans la compétition senior aujourd'hui, je me dis que ils ont eu le bon chemin, que ça s'est bien passé et que le travail était bien fait. Parce que toutes ces années-là, ils s'enrichissent d'une expérience, d'une connaissance de la compétition, ils se font connaître aussi, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on voit des Édouard Lévy, des Julien Anquetin, des Hugo Breul, et j'en cite encore plein d'autres comme ça, Maël Martin, et j'en oublie bien évidemment, qui sont capables d'être de très bons cavaliers seniors et qui à un moment donné vont arriver dans le grand sport.
Votre poste actuellement donc de sélectionneur pour l'équipe de France de Première Ligue, de Ligue 1, c'est quand même un rôle extrêmement central et très médiatisé, et on a vite tendance à être montré du doigt quand un championnat ou quand une compétition ne se passe pas comme on l'avait espéré. Comment est-ce que vous parvenez à gérer ce côté-là, c'est le fait d'être peut-être montré du doigt par les équitants ou en tout cas par le grand public quand une équipe n'a pas fonctionné comme vous l'aviez espéré? Alors, très franchement, je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire parce que j'ai quand même du recul sur la vie, que je suis pas un apro de 2 jours, que j'ai été cavalier avant, que j'ai aussi eu des très mauvais moments en tant que cavalier, hein, dans la déception, dans les épreuves ou les concours ratés. Donc je sais ce que c'est, et je veux surtout pas me bouffer avec ça. Je dirais que j'assume complètement. J'ai les épaules assez larges. Je suis pas quelqu'un à me cacher derrière une feuille d'arbre. Donc j'assume mes choix, je fais mes choix, j'assume mes choix. Mes choix sont proposés toujours à ma patronne Sophie Dubourg, mais qu'elle signe en bas de la feuille. Voilà. Donc après c'est une histoire de confiance. L'exposition médiatique quand ça va pas. Vous savez, je dis toujours. Il faut savoir prendre les victoires, mais il faut savoir la première des choses, c'est d'accepter les défaites. Et pour un cavalier de haut niveau, pour un entraîneur, un sélectionneur de haut niveau, je crois qu'à la fin il y a plus de déception que de satisfaction. Donc on doit prendre avec joie et avec grandeur tous ces beaux moments. Mais on se doit surtout, et c'est là qu'on voit si on est quelqu'un de bien, si on est quelqu'un de solide, on se doit d'accepter la défaite. Moi, j'ai beaucoup d'empathie aujourd'hui quand ça n'a pas marché pour un cavalier, parce que je connais les efforts, je suis bien conscient des efforts qu'ils fournissent, du travail qu'ils fournissent, du temps passé, de tout ce que ça coûte, hein, au niveau de l'organisation de vie, etc. Donc cette déception, quand ça rate, il faut savoir la gérer, voilà, et penser à la suite. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort, on dit. Eh bien oui, quand on est en bas, on se doit de remonter, mais c'est aussi la valeur de tous ces cavaliers aujourd'hui, c'est de rebondir là-dessus, de se reconstruire, de repartir, de se remotiver. Et c'est la même chose pour un sélectionneur, parce que oui, il y a cette déception. Vous savez, au championnat d'Europe l'année dernière, à Rotterdam, on avait cette qualification olympique, et croyez-moi, quand j'ai pris le poste avec la pression de la qualification olympique, j'ai vraiment mal dormi. Je le dis aujourd'hui, et plus le championnat d'Europe approchait, moins je dormais bien. Et Dieu sait si j'ai besoin de sommeil pour que ma tête fonctionne bien. Mais bon, c'était comme ça, il fallait gérer ça. Et le championnat d'Europe s'est assez bien déroulé. À une barre, malheureusement, l'équipe de France finit 4e. Je dirais que j'étais déçu, non pas pour moi, mais j'étais vraiment déçu pour les 4 cavaliers qui sont vraiment investis, qui se sont donnés, qui se sont battus pour aller chercher ce résultat. Ils ont obtenu les qualifications. Ils méritaient vraiment d'aller d'avoir cette médaille de bronze. Voilà comment je fonctionne. Vous le savez, nous aimons bien couper les épisodes pour vous proposer une courte entracte, juste le temps de digérer ce que vous venez d'écouter, de réajuster vos écouteurs et de répondre aux SMS restés en attente depuis une demi-heure. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de ce temps pour remercier la bienveillance qu'a eue Thierry. Il s'est rendu disponible et a répondu à nos questions avec beaucoup de transparence. Aussi, nous tenions à vous remercier, vous tous qui écoutez nos épisodes avec assiduité, qui nous partagez vos ressentis et commentaires après chaque écoute et qui fait découvrir le média autour de vous. N'oubliez pas de rendre visite à l'écurie d'Argeron sur leurs réseaux sociaux pour en découvrir davantage sur les services et installations qu'ils proposent, tous organisés pour garantir le confort et le bien-être de leurs chevaux. C'est grâce à vos écoutes, fidèles, à vos pourboires sur notre page Tipeee et au soutien de nos partenaires que ce podcast existe et continuera, on l'espère, d'exister encore un bon moment. Il est l'heure de reprendre le récit de Thierry Pommel. Belle écoute!
Vous avez plus ou moins répondu à ma question finalement, qui suivait. Vous avez donc vécu des échecs en tant que cavalier, et j'avais vu une interview là en préparant vos questions que vous aviez donnée au Jumping de Bourg-en-Bresse, donc chez nous, juste avant les Jeux Olympiques de Rio, où vous nous disiez que il y avait 2 couples particulièrement en forme, qui étaient Simon Delestre et Pénélope Le Prévost, et finalement il a fallu gérer aussi les rebondissements à la veille des Jeux Olympiques. J'imagine que ce n'est pas toujours facile en tant que sélectionneur, que staff fédéral, mais donc vous nous dites que vous arrivez à prendre du recul, en tout cas qu'il faut réussir à prendre du recul sur les échecs, sur les victoires, sur les déceptions ou les joies. Et oui, voilà, vous avez pris l'exemple le meilleur qui soit, Jeux Olympiques, pour avoir vécu en tant qu'adjoint aux côtés de Philippe Guerda les Jeux Olympiques de Rio. En l'espace de 2 jours, tout s'est effondré. Tout s'est effondré. Vraiment, on avait l'impression que s'il y avait un enquiquinement qui tombait, il était pour l'équipe de France. Il a fallu gérer tout ça. Philippe Guerda l'a géré, Sophie Dubourg l'a géré, le vétérinaire Jérôme Thévenot l'a géré. Je peux vous assurer que le sourire n'était pas de la partie au sein de l'équipe de France, mais la preuve en est que tout peut aussi basculer si on se bat. À côté de ça, il y avait Bosti, il y avait Kevin qui était très 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 motivé, solide, et puis il y avait Philippe Rosier. Une chose qui me restera dans la tête à vie, tant que je serai dans ce sport et que je ferai ça. La veille de l'accident de Ryan, j'arrive le matin aux écuries, Philippe est assis en face du box de son cheval, je lui dis bonjour, et ça va, il me dit ouais, je suis prêt. Et il répétait ça, mécaniquement. Sur le coup, je dis mais il est fou, et qu'est-ce qui se passe? Et 2 heures après, malheureusement Ryan était déclaré inapte à la compétition. Philippe entrait, ça prouve bien que la motivation d'une équipe, la préparation d'un couple, ça se situe aussi à ce niveau-là, et que le 5e, il va pas là-bas pour se promener, il doit être capable de rentrer. Ça a été important. Philippe a fait son travail, a compté pour le résultat de l'équipe, et que même quand ça va mal, il faut pas dire c'est foutu et puis on laisse filer les choses, mais on tient jusqu'au bout, on tient pour les cavaliers, pour les propriétaires bien évidemment, pour tout ce qui a été fait depuis des années, et ça paye parce que ça a basculé dans le bon sens alors que c'était très mal parti. C'est ça la leçon d'un sélectionneur. Moi j'ai beaucoup appris au fil de ces années depuis que je suis rentré à la fédération. J'ai appris déjà quand moi j'étais cavalier, parce que des coups comme ça on en a eu bien évidemment. Je me rappelle d'une année où c'est le cheval de Bosti qui est reparti du championnat d'Europe parce qu'il n'était pas droit. Voilà, des aventures comme ça, on en a eu, et on rebondit toujours. Là, j'ai beaucoup appris durant ces années aux côtés de Henk en 2011-2012, et puis ensuite avec Philippe Guerda en suivant les équipes, en voyant ce qui se passait. Je crois que c'est de pas se noyer dans un verre d'eau. Il faut pouvoir rebondir, être solide, et toujours montrer à l'équipe qu'on est à leur côté, qu'on est avec eux, et pas à aucun moment on a le droit de dire c'est foutu, on va faire ce qu'on va pouvoir. Non, on se bat pour ça. Et nos cavaliers français ont ces valeurs-là. Le mot qui me vient à l'esprit, du coup, en vous écoutant, ce serait celui de résilience, et ça a l'air d'être le dénominateur commun un peu de toutes vos casquettes que vous avez pu avoir de cavalier ou de sélectionneur. C'est que vous arrivez toujours à transformer ce qui vous arrive en quelque chose de fertile pour la suite. C'est exactement ça. J'ai cette philosophie-là, c'est que quand un emmerdement me tombe sur la tête, eh bien, je vais décortiquer la chose pour en prendre
le peu qui soit positif et que ça me sert pour avancer. C'est un peu le moteur de ma vie et c'est pour ça que je suis quelqu'un d'heureux. Je vais pas dire un imbécile heureux, mais je veux que ça soit comme ça. Ouais. Parce que si on est un pessimiste, si on est négatif, c'est bien pour personne. C'est pas bien pour soi, mais c'est pas bien pour les autres. Moi, je veux que ça soit bien. Donc, il faut pas repousser les choses importantes. Bien au contraire, je dirais. Mais en tout cas, être optimiste et être positif. De toute façon, ce qui doit arriver arrive. Je vais vous dire, et je suis bien placé pour parler de ça, puisque j'ai connu ça dans ma vie. Et que je sais que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter tout d'un coup. Voilà, donc tout perdre, bah oui, ça peut arriver et c'est arrivé à plein de gens et j'en fais partie. Donc moi, je vais toujours prendre le bon côté des choses. Je veux apprécier le bon côté des choses et c'est mon moteur. On parlait tout à l'heure de vos compétences techniques. Du coup, j'imagine que cette qualité, la résilience interpersonnelle, fait de vous aussi un atout pour l'équipe, évidemment. Je m'interrogeais sur les éléments sur lesquels vous vous basez quand il s'agit de sélectionner un cavalier ou une équipe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle est votre réflexion au moment de constituer une équipe pour un championnat? Quels sont les éléments que vous prenez en compte? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est aussi comme chacun fonctionne. Hein. Il y a bien sûr l'aspect humain, c'est-à-dire je suis quelqu'un de très très observateur tout au long de ma vie, et c'est peut-être aussi pour ça que je prends du recul par rapport aux choses, que vous me voyez parfois un peu en second plan. J'observe beaucoup, je regarde les gens, j'observe les gens, et ça me permet d'emmagasiner énormément d'informations. Et au niveau des cavaliers, je les observe beaucoup dans leur comportement, dans leur façon de vivre. J'essaye de ressentir s'ils sont bien dans leur peau ou si quelque chose les embête. Parfois le mot d'un groom, comme ça, je vais chercher le mot d'un groom. C'est un niveau d'alerte. Voilà, de voir ce qui se passe. Après, c'est bien sûr aussi évidemment les résultats de compétition, c'est l'état de forme des chevaux, c'est de l'information. Je dois dire que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'excite quelque part, parce que monter une équipe, c'est un tas d'ingrédients, c'est de savoir le cavalier dans quelle place il sera le mieux. Donc ça, c'est aussi, je l'ai observé au fil des années, appris au fil des années, et puis l'entraide entre chacun, l'entente qu'ils ont entre chacun, le tempérament de chacun. Voilà, c'est plein de choses qui font qu'à un moment donné, on arrive à avoir cette alchimie qui parfois peut aller à l'inverse. Si on se loupe justement dans le choix, on peut basculer dans le côté négatif et dans l'insuccès, quoi. Vous nous parliez tout à l'heure des jeunes cavaliers que vous avez suivis et qu'aujourd'hui vous continuez de suivre, notamment Maël Martin, Hugo Breul, etc. Ma question, c'est une question qu'on pose souvent dans nos interviews, mais qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'aujourd'hui en France, on a quand même un noyau dur qui constitue notre équipe de France senior, qui est regroupée autour de Pénélope Le Prévost, Bosti, Kevin Stott, Simon Delestre et j'en passe. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment est-ce que des très bons cavaliers, parce qu'aujourd'hui en France on a quand même de très très bons cavaliers, notamment plus jeunes, comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer cette équipe de France senior alors qu'ils sont relativement jeunes encore ou qui manquent encore un peu d'expérience? Ouais, cette question-là, elle est très intéressante. Quand, comme toutes les autres d'ailleurs, mais au niveau de l'équipe de France est très intéressante parce que en fait c'est un phénomène qui est le même dans tous les pays.
dans tous les pays. Vous avez et de toute époque. Bon, voilà, quand vous regardez, vous remontez en arrière, voilà, vous apercevez que des cavaliers ont tenu vraiment l'équipe de France. Voilà. Ça, je dirais que être un cavalier de l'équipe de France senior et participer à des grands championnats, ça nécessite plein de choses. Bon, bien sûr, les qualités équestres, de faire un bon couple avec son cheval, les qualités humaines, c'est tout un ensemble de choses, et des gens prennent place comme ça à un moment donné parce qu'ils deviennent incontournables. C'est tout. C'est le mot que moi j'emploie, c'est qu'à un moment donné, très honnêtement, j'ai pris le poste l'année dernière. La première personne que je suis allé voir, c'est Kevin Stott. Kevin Stott qui il n'était pas en position de force, je dois le dire, à ce moment-là, puisqu'il avait choisi de se séparer du haras des Coudrettes, qu'il était donc en reconstruction avec pas beaucoup de chevaux, et la première chose que j'ai dit à Kevin, que je connais assez bien quand même, et Kevin, d'une part, j'ai besoin de toi, d'autre part, je ne te laisserai jamais tomber. Ça voulait dire tout simplement que Kevin, il était important dans le dispositif d'une équipe de France, que l'autre chose, c'est pas parce qu'il a pas de chevaux suffisamment prêts à ce moment-là que je le laisserai derrière. Parce que un garçon comme ça, il s'investit tellement pour une équipe, pour un résultat, et il l'a prouvé c'est toute cette année dernière, que on a besoin de lui, et il va y être encore un moment, Kevin. C'est bien sûr que oui. Et puis voilà, on parle de Pénélope, bien sûr, on parle de Bosti, tous ces cavaliers-là sont des cavaliers qui sont des cavaliers d'équipe. Parce que on a pas mal de cavaliers qui sont bons individuellement, qui roulent leur boss. Aujourd'hui, il y a le Global Champions Tour qui est quand même un circuit particulier, hein, qui est très lucratif pour les cavaliers. Mais après, devenir en équipe, c'est devenu moins drôle, parce que c'est vrai que on n'a pas toujours le résultat escompté, on est tenu par le résultat des autres, et c'est pas donné à tout le monde. Donc ces cavaliers qui occupent l'équipe, ils ont pris place, ils sont bien enracinés, et pour arriver là, eh bien, il faut que, je vais pas dire jouer les coudes, mais à un moment donné, il faut avoir la dent longue, il faut prendre sa place pour dire moi je retrousse les manches pour l'équipe, je participe à l'équipe, et je deviens incontournable. Je dirais que moi c'est ce qui s'est passé pour ce qui me concerne en 1997, hein, où j'étais plus un cavalier d'équipe, je pensais plus au résultat de l'équipe qu'à mon propre résultat dans le Grand Prix, je me battais pour l'équipe, et donc je donnais à l'équipe. Voilà, je crois qu'il faut être altruiste, hein. Il faut donner aux autres sans en attendre vraiment un retour, si on veut être un bon coéquipier. C'est ça l'équipe de France. C'est pour ça que c'est pas facile, voilà. Mais à la fin, on a beaucoup de cavaliers qui ont participé, qui en sortent. Bon, parce qu'à un moment donné, ils ont moins de chevaux, mais il y a des jeunes qui poussent aussi. À un moment donné, leur tour vient, on leur donne leur chance. Moi, je fais attention à intégrer toujours des jeunes qui ont à faire leurs preuves, et puis ils ont le droit de se louper. Il n'y a pas de pression de mise, hein. C'est pas de dire attention, si tu te loupes, tu retournes d'où tu viens. Non, parce que je sais que moi on me l'a donné, que j'ai pris ma chance, que je me suis battu pour ça, et que ces cavaliers-là ils feront la même chose. Donc il faut respecter ça, mais c'est pas facile, je le reconnais.
L'image qui me vient en vous écoutant, c'est celle de Kevin, justement, pendant la finale tournante des JEM en Normandie, qui était aux côtés de Patrice, tout le temps au bord de ce petit paddock là qui avait été installé. Et en fait, c'est vrai qu'il était au milieu du staff fédéral et on le voyait venir donner des conseils, même donner des coups de main au groom pour prendre soin des chevaux. Et c'est vrai que je pense que ça représente bien ce que vous nous expliquiez à l'instant, c'est d'être au milieu de l'équipe et d'être là pour l'équipe, même quand son résultat à soi est déjà déjà passé, quoi. C'est exactement ça. Petite anecdote, en 1998, quand je suis qualifié pour la finale des championnats du monde à Rome, le samedi soir, Eric Navet vient me voir, le grand Eric Navet, avec tout son palmarès de champion du monde individuel, par équipe, champion d'Europe, etc., etc. Eric me dit: Thierry, tu peux compter sur moi si tu as besoin de moi. Au moment où il me dit ça, je dis merci Eric, merci. Et puis vous savez qu'on avait, puisque maintenant il n'y a plus de finale tournante, mais on a droit qu'à 3 personnes, c'est-à-dire qu'il y a le sélectionneur, le groom, le cavalier évidemment, et une autre personne. Et donc dans notre organisation avec Patrick Caron, c'était le vétérinaire qui devait être là, Philippe Benoît. Et puis dans la nuit, j'ai une petite réflexion et je me dis: mais non, demain c'est pas Philippe qui va venir, parce que bon, il n'y a pas de raison que mon cheval ait besoin de Philippe le vétérinaire pendant l'épreuve, sauf accident, et il courra assez vite pour intervenir. Mais c'est à Eric que je vais demander ça. Et donc j'ai demandé au petit déjeuner le dimanche matin de la finale tournante, j'ai demandé à Eric de venir au milieu, et Eric m'a scellé tous mes chevaux. On ajustait les étriers, il me mettait un tapis sous la selle, remonté soit avec tel cheval, avec un petit mot à chaque fois. Voilà ces genres de personnes, ce qu'ils peuvent apporter et ce qui permet aussi aux cavaliers d'être fort, solide dans la tête et d'aller chercher des résultats. Donc ces gens-là sont aussi les artisans des médailles. Merci, on aime beaucoup ce genre d'histoire. Je voulais en venir rapidement à la situation actuelle, à cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous êtes en contact avec les cavaliers? Comment est-ce que vous allez devoir appréhender le déconfinement et la fin de saison? Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien et semaine par semaine en ce moment? Bon, c'est une période qui est très très particulière, bien évidemment. Nous sommes confinés encore quelque temps. J'espère plus pour très longtemps, que le 11 mai sera une bonne date. Mais bon, il faut vivre au jour le jour. C'est aussi ma façon d'être, comme je vous l'ai dit. En contact avec les cavaliers, j'ai eu il y a 15 jours. J'ai regardé ça ce matin sur mon agenda, justement. Il y a 15 jours, j'ai appelé un certain nombre de cavaliers, en tout cas ceux que je côtoie le plus au niveau des compétitions 5 étoiles, équipe, Coupe du Monde, etc. Voilà, faire un coucou, savoir comment ça allait, comment ils s'étaient organisés. Bon, tout le monde va bien, les nouvelles sont bonnes, voilà, chacun s'est organisé dans sa propre écurie. On a la chance en tant que sportif de pouvoir continuer notre sport dans les écuries, voilà, sans prendre de risques particuliers. Je dirais que c'est une période d'attente, c'est une période qu'on n'a jamais vécue, qui est très particulière. Bien, le côté positif, c'est que tous ces cavaliers passent plus de temps avec leurs chevaux. Je m'explique. Je vais prendre le cas les cavaliers qui traversent le monde pratiquement toutes les semaines, en tout cas quand il faut aller à Mexico, Miami, Hong Kong, Shanghai, etc. Ils laissent une partie du piquet de chevaux à la maison, et donc ces chevaux-là sont montés par les cavaliers maison ou par les très bons grooms qui montent bien à cheval, mais ce sont pas quand même les pilotes habituels.
Et quand ils reviennent le lundi, mardi, il resserre un peu les boulons, etc. Et pour aller au concours la semaine d'après. Là, tous ces cavaliers, ils prennent le temps de travailler leurs chevaux, de vivre avec leurs chevaux, de toucher des points qu'ils n'auraient pas touchés dans un quotidien de folie comme ils le vivent toute l'année. Ça donne le temps d'approfondir du travail, de connaître un peu mieux un cheval dans son comportement sur 3, 4, 5 jours de suite. Ça, c'est le bon côté. J'espère que ça sera très, très positif à la reprise des compétitions et que ça va nous apporter de bonnes surprises. En tout cas, moi, je compte là-dessus parce que c'est le retour que j'ai de chacun d'entre eux. Donc cette période, oui, elle est terrible parce que c'est l'arrêt de la compétition et que ce sont des compétiteurs. C'est bien sûr un manque à gagner certain, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. Donc il faut se l'aménager et c'est ce qu'ils font parfaitement bien. On va arriver au bout de cette interview. On ne pouvait pas évidemment ne pas parler un peu de la situation actuelle. Merci beaucoup de nous avoir donné votre ressenti là-dessus. Et puis dans nos dernières questions, je voulais revenir aussi sur ce que vous nous aviez dit au tout début, que vous étiez heureux et chanceux d'avoir eu la vie qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes complètement passionné par les sports équestres, j'ai l'impression en tout cas. Ah oui. Est-ce que c'est cet amour du cheval qui finalement a guidé un peu tous vos choix dans votre vie personnelle et professionnelle? Vous savez, j'ai eu des moments de haut et je considère qu'aujourd'hui, dans la vie que je mène, je suis dans les bons moments de ma vie. J'ai eu des mauvais moments. J'ai eu des mauvais moments à tel point même que parfois je me suis dit je vais arrêter. Je vais arrêter parce que c'était dur, parce que j'avais très mal au dos, parce que l'argent ne rentrait pas comme il fallait, etc., etc. Plein de raisons. Et ce qui m'a ramené toujours dans le chemin, dans la direction dans laquelle j'ai avancé, c'est le cheval, l'animal cheval. Quand je rentrais de l'école dans le centre équestre familial, on habitait sur place, je balançais le cartable et je courais aux écuries. Et tous les ans, mon père avait des chevaux de club, ce qu'on appelle des chevaux de club, oui, des chevaux d'instruction. Et il achetait des petits chevaux qui arrivaient d'Espagne, un peu croisés barbe, etc. Le plus sauvage, le plus rebelle, il me le donnait. Et il me disait voilà, maintenant tu vas t'en occuper, etc. Et donc je m'occupais de ce cheval ou de cette jument parfois c'était des chevaux et des juments qui n'acceptaient même pas qu'on rentre dans le box tellement ils avaient peur de l'homme, tellement ils étaient sauvages. Et moi je passais mon temps à ça. Et au bout d'un moment, j'en faisais ce que je voulais parce que j'étais avec eux, parce que j'attendais, j'étais patient, je les amadouvais et après c'était le travail et voilà. Et j'ai appris aussi comme ça. Et c'est toujours ce qui m'a ramené. C'est la première des choses qui me guide, c'est l'amour du cheval. J'aime le cheval. Vous voyez, en cette période de confinement, nous avons la chance avec mon épouse d'habiter à côté des écuries Rosiers. Ma femme est locataire de quelques box avec des chevaux parce que c'est son hobby. Nous avons une très bonne jument de 7 ans que nous avons élevée et que j'aime beaucoup. Je vais la monter tous les jours et je redécouvre ça parce que comme je voyage beaucoup et que j'ai pas beaucoup le temps de monter, là en ce moment je prends le temps. C'est une chance que je m'offre. Je revis ça et je me régale. Voilà, c'est vraiment pouvoir travailler un cheval, communiquer avec, voir comment il progresse, voir comment il vit, dire tiens demain je vais faire ça, j'ai senti ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? Ça me passionne. Et ma vie c'est ça, c'est que voilà qu'est-ce que je vais faire demain, comment je me projette. Alors cette période-là, c'est un peu un temps d'arrêt, mais ça permet aussi de se mettre sur reset pour repartir plus fort après. Mais moi, ma ligne de vie, c'est le cheval. Pour conclure, du coup, cette interview, j'aimerais vous demander où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Alors, je me projette, bien sûr que j'y pense. Bien sûr,
j'ai la chance d'être grand-père avec 4 petits-enfants. Que j'ai pas été un bon père de famille dans le sens où j'ai été beaucoup absent et que j'ai vu grandir mes filles en pointillés, que aujourd'hui elles sont mamans, qu'elles ont leur vie. J'ai 4 petits-enfants. Je dirais que le jour où je vais arrêter, et bon, l'objectif étant d'aller jusqu'aux Jeux de Paris 2024, bien évidemment. Bon, peut-être au-delà, mais bon, il y a un moment donné, il y a une limite d'âge. Je voudrais voir grandir ces petits enfants, toujours avec des chevaux qui seront dans des prés, peut-être du poulinage. Mais bien sûr que j'y pense, mais ce ne sont pas vraiment des projets dans le sens où je suis à un âge aussi où je vois des gens disparaître de maladies, d'accidents. J'ai connu ça. Je sais que tout peut s'arrêter très vite. Donc non, chaque jour est un jour nouveau et que ce jour nouveau, moi je veux en profiter, l'apprécier à plein, pour me faire avancer en permanence. Merci beaucoup Thierry. Pour cette interview. Avec plaisir. On espère déjà que ça vous a plu et on espère surtout avoir la possibilité assez rapidement de pouvoir vous rencontrer donc en réel sur un concours. On viendra évidemment se présenter à vous. Avec plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous pendant la fin de ce confinement et après. Et on vous dit à bientôt, j'espère. À bientôt, je souhaite, tout à fait, qu'on se retrouvera au concours de Bourg-en-Bresse l'année prochaine. Voilà, n'hésitez pas. Carrément, avec Merci plaisir. Merci beaucoup Thierry. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir. On espère encore une fois que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir nous le dire sur nos réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur le Haras d'Argeron et pour prendre contact avec eux, rendez-vous sur Facebook et Instagram en tapant Haras d'Argeron. À très vite.